Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, 1989, la chute du mur a-t-elle fait tomber tous les murs? Quel héritage? Qu'est-ce qui différencie encore les peuples de l'Est et ceux de l'Ouest? Quelle façon d'être européen? Près de 30 ans après la chute du mur, près de 29 ans après la réunification, l'Europe réunifiée a-t-elle fait place à une Europe désunie? On en parle avec nos invités, l'historienne Sonia Combe, spécialiste de l'histoire du monde communiste est-européen, en particulier de l'Allemagne de l'Est, associée au centre Marc Bloch à Berlin. Elle est l'auteur aujourd'hui de La loyauté à tout prix, les floués du socialisme réel, qui paraît aux éditions du Bord de l'eau. Bonjour Sonia Combe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et le journaliste à vos côtés, Max Erwan Gastineau, bonjour. Bonjour. Contributeur au Figaro Vox, rédacteur en chef des pages politiques de la revue trimestrielle Limite, revue d'écologie intégrale dite bioconservatrice. Votre livre, Le nouveau procès de l'Est, apparu à la rentrée aux éditions du Cerf. À l'occasion de ce 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, on a le sentiment, Sonia Combe, pour la première fois, qu'on fait plus le bilan des espoirs perdus de la réunification, pour emprunter à l'essayiste documentariste Géraldine Schwartz, le titre de son documentaire diffusé sur France 5, qu'aux apports de cette chute. Pourquoi ces célébrations en demi-teinte ? Parce que je crois que c'est vraiment la fin de la success story de la réunification, qu'on pouvait voir, mais on n'entendait pas. Ça fait très longtemps qu'on savait très bien que ça ne se passait pas du tout bien. Même dès la réunification accomplie, on voyait que ça ne s'était pas passé comme ceux qui s'étaient battus précisément pour un changement et même pour être de nouveau dans l'Allemagne. Ils voyaient très bien que leurs espoirs étaient perdus et qu'on n'a pas pris compte de leurs désirs. C'était clair dès le début. Alors, on le découvre maintenant parce qu'il y a eu le vote de l'AfD, mais on aurait pu le découvrir bien avant. Qui sont ces floués du socialisme réel dont vous parlez dans votre livre-essai historique, Sonia Combe? Alors, ce sont les membres du parti SED, le Parti communiste, qui étaient par conviction. C'est-à-dire pas les opportunistes ou les carriéristes qui formaient certainement un contingent important, mais il y avait dans la base du parti, des gens qui étaient authentiquement des marxistes critiques, encore que marxiste critique, c'est presque un pléonasme. Et ces gens-là, j'ai suivi la trajectoire d'un certain nombre d'entre eux. Certains étaient rentrés de l'exil, c'était des gens qui avaient émigré parce que c'était des antifascistes. Souvent aussi, ils étaient d'origine juive, donc ils avaient deux raisons d'émigrer. Et ils ont fait le choix du retour en Allemagne pour construire une autre Allemagne, une contre-Allemagne, une Allemagne socialiste. Et ces gens-là étaient donc membres du parti, extrêmement loyaux vis-à-vis du parti, alors même qu'ils se rendaient compte que ça n'était pas ce qu'ils souhaitaient et qu'ils pensaient que le parti devrait avoir une autre politique. Ils n'étaient pas d'accord avec le style et les méthodes de ce parti, mais ils restaient pour la loyauté. Et ils ont constitué une force critique à l'intérieur du parti, mais ils ne se sont jamais exprimés publiquement. Ils n'exprimaient leur critique qu'au sein même du parti. Et ils ont finalement été les pères fondateurs idéologiques, spirituels, d'une génération, celle de Christa Wolf ou de Heiner Müller, qui n'était pas au parti, mais très proche du parti, le dramaturge, Volker Braun, enfin, quantité d'intellectuels de haut niveau, pour parler vite. Et ils ont été donc les mentors de cette génération, seconde génération de la RDA, et ils ont transmis un esprit critique certainement, mais aussi cette éthique du silence que j'appelle l'éthique du silence, à savoir on dit tout dans le parti, mais on se tait à l'extérieur. À l'extérieur, on est solidaire du parti. Et ça, je crois que ça a été leur grande erreur. C'était des autorités morales dans la société, ces gens-là, que je cite, Anna Zegers, Kuczynski, etc., Christa Wolf, bien sûr. C'était des autorités morales et ils ont, en se taisant comme ça, ils ont perdu une chance de pouvoir constituer, au moment de l'effondrement du régime, une force qui aurait été capable de négocier une autre entrée, une autre alliance avec la RFA que celle qui s'est produite, où finalement c'est la RFA, l'Ouest, qui a donné ses ordres
et l'Est qui s'est exécuté. Aujourd'hui, et je vous donne tout de suite la parole, Max Erwan Gastineau, vous le dites très rapidement, en fait, après la joie, le désenchantement est arrivé très vite, notamment en Allemagne de l'Est, que vous avez particulièrement étudié. Sonia Combe, on peut revenir sur l'après-chute du mur aujourd'hui. Est-ce à dire que c'était mieux avant la chute du mur ? Non, mais c'est difficile de parler en ces termes, bien évidemment. Le mur s'est effondré sous le coup de boutoir d'une société qui ne voulait plus être emprisonnée. C'est évident, ça c'est sûr. Simplement, elle ne demandait pas pour autant la privatisation et la désindustrialisation qui ont suivi. La privatisation de 8000 industries, entreprises qui ont mis au chômage un nombre, je ne sais plus quel est le nombre de gens qui ont été mis au chômage, mais le chômage est important dans cette partie de l'Allemagne. La reprivatisation des logements sociaux, par exemple. Tous les logements sociaux, ces logements bon marché, dont bénéficiaient, parce que ça faisait partie du programme politique du parti, il faut le dire, ces logements sociaux à bas loyer sont retombés dans les mains des investisseurs, des anciens propriétaires. Des gens ont perdu donc leur logement, ils ont perdu aussi leur travail, ils ont aussi perdu leur dignité, c'est tout ça. Parce qu'en fait, le niveau de vie est tout à fait encore reste honnête dans cette partie de l'Allemagne. Ça, c'est certain. Il y a eu des efforts de fait, mais ils ont perdu leur dignité. On a dévalorisé tout leur passé. Et je crois que c'est ça le fond de l'humiliation qu'ils ressentent, humiliation comme on sait qui est le terreau sur lequel poussent les pires idéologies. Voilà, et vous y voyez aussi les floués de cette réunification, ces deux dont vous nous parlez à l'instant. Ça va mieux en le disant, juste pour clarifier aussi votre position et la lecture que vous en donnez aujourd'hui de cet événement historique et la chute du mur, puis un an après de la réunification. De votre côté, Max Erwan Gastineau, je reprends le titre de votre essai, Le nouveau procès de l'Est. Pourquoi plaider pour ce nouveau procès ? Est-ce qu'on a jugé nos voisins un peu trop vite et surtout en fonction d'une règle qui n'est pas si commune qu'elle en a l'air, en méconnaissant leur culture, leur tradition ? Oui, je crois que pour bien juger une personne comme un pays, il faut le connaître. Or, nous avons tendance à plaquer sur des réalités qui ne sont pas les nôtres, des concepts qui, pour le coup, nous appartiennent. Et je crois que sur l'Europe centrale, il y a une spécificité centre-européenne à intégrer si l'on veut comprendre pourquoi ce qui se passe à l'Est se passe à l'Est. Et je crois que je me retrouve dans certaines conclusions que Sonia Combe vient d'aborder. En effet, il y a aujourd'hui en Europe centrale, en Hongrie et en Pologne, la volonté de tourner le dos aux années de transition qui ont été considérées comme étant globalement négatives sur plusieurs aspects que je pourrais développer. Mais commencer ? Oui, tout à fait. Alors, partons tout d'abord des questions économiques. Il y a eu en effet une ouverture économique avec une vague de privatisation. Dès le début, on remarque que plusieurs camps se dressent contre ces privatisations. Il y a au sein même de la dissidence qui va prendre le pouvoir des clivages entre libéraux, conservateurs. Je dirais que l'ancienne élite communiste va parfaitement s'intégrer au nouveau régime en rejoignant, disons, l'aile libérale de la dissidence qui, notamment de 1994 à 1998, va entamer une vague de privatisation. Et je dirais une aile plutôt conservatrice qui, elle, dans la mouvance donc, de Joseph Antal, qui a dirigé le pays de 1990 à 1994, a une conception de l'économie qui repose sur le christianisme social et qui estime en effet qu'il faut non seulement veiller, je dirais, à ce que la société garde une relative cohésion et à ce que des entreprises stratégiques demeurent dans le giron de l'État. Et c'est ce qui a été mis en œuvre depuis 2010. Ça, c'est pour la dimension économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sonia Combe sur l'importance des récits? Est-ce que les origines du populisme dans l'ex-RDA ou dans les pays de l'Est, plus généralement, sont à rechercher, populisme ou montée de la droite radicale, de l'extrême droite? Vous évoquiez l'AfD à l'instant, Sonia Combe. Sont-elles à chercher aussi pour vous dans le récit univoque qui a été fait de leur histoire, celle de ces peuples de l'Est, pour vous aussi, Max Erwan Gastineau? Oui, je cite notamment dans mon livre Agnès Heller, qui est donc la grande philosophe libérale, disons, de l'opposition, en tout cas à Viktor Orban, qui disait que la force des conservateurs, en effet, c'est qu'ils proposent à la nation un grand discours, un grand récit national qui embrasse le passé, le devenir, les élites et le peuple. Un passé qui s'appuie sur des références et des particularités nationales,
dans le discours de Viktor Orban et des conservateurs polonais. Il y a la référence au christianisme qui est importante, mais aussi la référence à une conscience nationale qui aurait permis au peuple de l'Est de résister aux orages des siècles et d'affronter tour à tour différents empires jusqu'au dernier, l'empire communiste. Dans la rhétorique de Viktor Orban, aujourd'hui, les peuples de l'Est ont de nouveau affaire à un nouvel empire. Ce n'est plus un empire communiste, c'est un empire libéral, mais qui, pareillement, nie les spécificités nationales. Sonia Combe. Oui, je pense qu'il faut... on a eu tendance jusqu'à présent à penser que cette montée de l'extrême droite en Allemagne de l'Est, mais pas qu'en Allemagne de l'Est d'ailleurs, l'AfD d'ailleurs a été créée par des gens de l'Ouest, on a eu tendance à dire que c'était l'héritage du communisme. Alors c'est intéressant parce que en fait, quand on analyse l'électorat, qui c'est qui a voté pour l'AfD massivement, hélas, en Thuringe, ce sont récemment, pour les récentes élections, ce sont pas du tout les gens qui ont grandi et qui ont été socialisés en RDA, mais ce sont les jeunes, ceux qui sont nés après la chute du mur. Vous voyez ? Donc on voit très bien que le lien entre un passé communiste et le vote de l'AfD ne marche pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Il faut plutôt s'interroger sur ces 30 ans. Mais qui a fait ce lien et pourquoi il a été fait ce lien? Parce que vous parlez clairement d'un storytelling autour de la RDA. Hein, donc, oui, il y a un grand récit national. Les Allemands de l'Est sont immatures. Ils ont été victimes d'une dictature épouvantable. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que entre nous, quand on dit que la société est-allemande a été tout entière victime de la Stasi, je dis non, parce que c'est faux. Ceux qui ont été victimes et des réelles victimes de la Stasi, ce sont les dissidents. Et ils n'étaient pas si nombreux. Donc quand vous racontez à une société qu'elle a été victime d'une dictature, qu'elle n'a rien compris à ce qui s'était passé, que les pères fondateurs, ces antifascistes, en fait c'était d'affreux communistes, etc., et que vous rajoutez là-dessus chômage, etc. Qui a produit ce récit? Alors ça, ce sont les historiens ouest-allemands. Enfin, les historiens ouest-allemands. Non, attendez, on va quand même essayer d'aller un peu dans le détail. Vous savez, en Allemagne, la recherche est financée par des fondations privées liées à des partis, un peu comme en France. Mais là, c'est beaucoup plus important en Allemagne, des fondations Adenauer, etc. Et puis ensuite, chaque Land a ce que nous appelons entre nous, pour rire un peu, les ministères de la propagande. Ce sont les Landeszentrale für politische Bildung, les centrales qui sont là pour former à l'éducation politique dans le Land. Elles sont financées par chaque Land, c'est Landeszentrale. Puis alors ensuite, vous avez des institutions qui sont fédérales, financées par l'État fédéral. Et ce sont ces centrales-là financent des recherches. Bon. Alors c'est évident qu'elles financent des recherches en fonction de leurs intérêts idéologiques. Bien. Elles ont financé énormément de recherches pour démontrer que tout ce qui se passait en RDA était négatif. Bon. La recherche universitaire, de son côté, est elle-même tributaire de ces fondations pour avoir des financements. Alors, la recherche universitaire est probablement moins orientée, où il y a une prudence académique qui fait qu'on ne va pas aussi loin pour dire que les Allemands de l'Est étaient des gens immatures. Mais on est quand même là en position d'historiens, tous de l'Ouest, et encore maintenant, qui sont venus prendre les postes dans les universités est-allemandes et qui expliquent aux Allemands de l'Est qu'est-ce qu'ils ont vécu. Alors vous avez évidemment un contre-discours d'Allemands de l'Est, d'anciens historiens est-allemands qui essayent de dire autre chose, mais ils n'ont pas voix au chapitre, ils n'ont pas accès aux grandes tribunes, si vous voulez. Vous, en étant associée au Centre Marc Bloch comme chercheuse, comme historienne, vous avez pu pratiquer une recherche indépendante. Et vous dites aujourd'hui aussi l'ouverture de ces archives de la RDA a permis de nourrir la pensée, de pratiquer une pensée plurielle, beaucoup plus qu'elle ne l'était auparavant. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça c'est un grand acquis, si vous voulez, l'ouverture des archives de la RDA. C'était fondamental pour comprendre, c'était normal, c'était pour comprendre le passé. Les citoyens avaient besoin de se ressaisir de leur histoire, d'essayer de la comprendre. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Mais je dois dire, en ce qui concerne la recherche qui est menée, puisque vous me posez la question, au Centre Marc Bloch où je suis affilié, c'est un centre franco-allemand, et c'est un centre qui a cette spécificité d'être un observatoire de ce qui se passe dans les pays de l'Est, mais avec un peu de distance, puisque les chercheurs ne sont pas
allemands, ils peuvent être français, d'autres pays d'ailleurs. Et donc on a cette position d'extériorité qui fait qu'on voit les choses un peu différemment, et dans l'ensemble, tous les collègues de ce centre qui travaillent sur la RDA et le passé allemand sont grosso modo sur les mêmes positions que celles que j'exprime, enfin si je puis parler en leur nom ici. Nous n'avons pas beaucoup de divergences là-dessus. Alors, une histoire écrite ou non par les vainqueurs, octobre 1990, c'est la réunification. Certains parlent aujourd'hui d'annexion, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, réagissant à la une du Monde diplomatique. Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion. Le chef de la France insoumise a répliqué. Je vous renvoie à mon livre, Le hareng de Bismarck, où je fais la démonstration, je montre comment l'Allemagne de l'Est a été annexée. Ce n'était même pas constitutionnel, ce n'était pas ce que demandaient les Allemands de l'Est. Ils voulaient eux-mêmes faire une constituante, ils voulaient voter, ils voulaient se prononcer sur l'intégration Est et Ouest et sur la préservation d'un certain nombre de leurs acquis. Dans ce pays, un autre pays voisin a annexé toutes les usines du pays, changer toutes les institutions et modifier le régime de la propriété. Ça s'appelle une annexion. Un pays voisin, la République fédérale d'Allemagne ? Bien sûr, la République fédérale. Donc c'est pas une réunification ? Pardon, mais là, est-ce que vous êtes conscient du fait que l'Allemagne n'existe que depuis 1870 ? Avant, c'était un ensemble. D'accord, mais vous pourriez continuer, parce qu'Hitler avait aussi idée que l'Autriche. Oh non. Non, mais d'accord, mais... Pas le point Godin. Non, mais attendez. Il est trop tard dans l'émission et il reste 30 secondes. Non, il reste 30 secondes pour se rappeler du poids de l'histoire. Voilà. Et je dis que c'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est, comme ça a été fait dans tout le reste de l'Est de l'Europe. Voilà, et il nous reste un tout petit peu plus pour interroger le poids de l'histoire, comme dit Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le poids des mots. Sonia Combe, vous parleriez aussi aujourd'hui d'annexion. On peut se demander 30 ans après, questionner la légitimité de la réunification. Faut-il pour autant parler d'annexion aujourd'hui ? Écoutez, dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est incontestable. Ça m'arrive pas toujours d'être d'accord avec Mélenchon, mais là, je crois qu'il a dit tout à fait. Il fait référence, il a dit la vérité. Je crois qu'il faut le reconnaître. Il fait allusion alors à l'article du Monde diplomatique que moi j'ai trouvé très bon, que j'ai trouvé très juste. Écoutez, l'annexion, évidemment, ils n'y sont pas allés avec des tanks ou des chars comme Hitler quand il a annexé l'Autriche. Ils y sont allés avec des Deutschmark et des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Bon, alors en ce sens, oui, il y a eu annexion parce que malgré la volonté du peuple, de certains qui voulaient, la majorité, oui, voulaient se réunifier, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû l'être. On leur avait promis des négociations, de discuter. Ils n'ont pas pu discuter. Comme je disais tout à l'heure, ils se sont juste exécutés. Bon, remarquez, le terme d'annexion vous semble un peu fort parce que ça rappelle, on dit en Allemagne Landschluss, parce que ça rappelle ce qui s'est passé avec l'Autriche. Oui, et ça rappelle quand même l'idée d'une occupation d'une nation, d'un pays sur l'autre. Là, il y avait bien deux Allemagnes qui ont été... Oui, mais je suis désolée. Dans les faits, il y a eu domination. Mais oui, il y a eu domination. Vous ne pouvez pas le nier. Les faits sont là pour le dire. Je suis désolée, c'est vrai que le terme peut choquer. En Allemagne, il choque beaucoup moins. D'ailleurs, je n'étais pas au courant de cette polémique. Parce qu'en Allemagne, ça se dit couramment. Donc, c'est assez amusant que ça soulève une polémique. Je crois que c'est parce que c'est Mélenchon qui l'a dit. C'est ça, il me semble. Ce qui est intéressant, c'est que 30 ans après, ces discussions commencent à voir le jour. Elles n'avaient pas été possibles jusque-là ? On n'entendait pas ceux qui en parlaient. Mais je crois qu'on le disait. Souvent, des collègues, je me souviens l'an dernier de l'article de Boris Grésillon du Centre Marc Bloch là-dessus. C'était dit déjà. On ne l'entendait pas, encore une fois, on ne l'a entendu que parce qu'il y a ce résultat des élections. Max Erwan Gastineau, sur les mots. Oui, j'entendais tout à l'heure le mot, en effet, dignité. Ça m'a rappelé, en effet, un qualificatif qui a été employé par le politologue polonais Aleksandar Snodar, qui disait que la large victoire aux législatives des conservateurs en 2015 était une révolte de la dignité, parce que les conservateurs proposaient à la population polonaise de sortir d'un discours qui, au fond, ne donnait comme perspective au peuple polonais que deux choses, le repentir, le rejet du passé et des valeurs nationales, et l'imitation de modèles étrangers. L'idée étant de dire qu'il faut que la Pologne trouve une voie propre qui corresponde à la personnalité de la nation. S'ajoute à cet élément, je parlais de spécificité de l'Europe centrale, ce que l'historienne Alexandra Leniel appelle une psychologie de l'incertitude nationale. Ce sont en effet des petites nations qui ont longtemps été dominées et qui donc craignent de disparaître. Ma question est de savoir pourquoi l'Europe actuelle réveille
la crise existentielle, l'angoisse existentielle plutôt, de l'Europe centrale. Je crois qu'il y a différents éléments en effet à mettre en avant qui ont été entre autres mis en avant par Viktor Orban à Strasbourg au Parlement européen. On l'écoute ? C'était en 2018. Vous prenez une lourde responsabilité en prenant, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, celle d'exclure un peuple européen des prises de décision. Vous priverez la Hongrie de représenter ses propres intérêts au sein de la famille européenne à laquelle elle appartient. Nous avons et nous aurons des débats. Nous avons des conceptions différentes du caractère chrétien de l'Europe, du rôle des nations et des cultures nationales. Nous considérons différemment le principe et la mission de la famille et notre opposition est frontale sur la question migratoire. Si nous désirons réellement une unité dans notre diversité, alors les différences ne peuvent servir de prétexte à jeter l'opprobre sur un pays et l'exclure de la prise de décision en commun. Nous ne nous abaisserons jamais à réduire au silence ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Voilà, reclarifiant avec vous, Max Erwan Gastineau, vous évoquiez l'article 7 du traité sur l'Union européenne. À quoi fait-il référence ici, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, quand il parle de la décision d'exclure un peuple européen de la prise de décision européenne ? Oui, en effet. L'article 7 donc, du traité de l'Union européenne prévoit l'exclusion d'un pays en cas de viol persistant des valeurs européennes qui sont, elles, listées à l'article 2, notamment la notion d'état de droit, qui revient énormément dans la critique que nous formulons à l'égard de la Hongrie et qui se trouve citée, je le dis dans le chapitre que je consacre à cet événement à Strasbourg, 36 fois dans le rapport Sargentini. Donc c'est vraiment, il y a d'autres valeurs, la dignité humaine, l'égalité, la liberté, mais je dirais c'est surtout sur l'état de droit que se cristallise le clivage Est-Ouest et les critiques que nous formulons à l'égard des illibéraux de l'Est en Hongrie et en Pologne. Voilà, donc référence faite à ce rapport Sargentini du nom de sa rédactrice, Judith Sargentini, députée européenne de la gauche verte, qui dénonçait la situation de l'état de droit en Hongrie. Quels arguments met-il en avant qui retiennent votre attention, Viktor Orban, dans ce discours, Max Erwan Gastineau ? Oui, alors tout d'abord, il y a en effet, Viktor Orban appelle à reconnaître les différences entre Est et Ouest. Je crois qu'il est intéressant de revenir aux fondations des nations centre-européennes qui, je dirais, existent culturellement avant d'exister étatiquement. Elles se sont construites sans, voire contre l'État, contrairement à la France, qui est le cas typique en effet d'une nation qui, elle, a été construite par l'État. De ce point de vue, si ce qui fonde la nation est d'abord un socle culturel, il est important de préserver ce qui constitue ce socle. C'est la raison pour laquelle Viktor Orban a en effet entrepris de s'opposer aux directives de Bruxelles visant à répartir un certain nombre de migrants. Il y voyait un danger pour la cohésion de cette société. Les centres européens, que ce soit d'ailleurs les conservateurs ou les sociodémocrates en Slovaquie, ce sont plutôt les sociodémocrates qui tiennent ce discours en Slovaquie puisqu'ils sont au pouvoir. Je dirais que ce qui unit l'Europe centrale aujourd'hui, c'est ce rejet du multiculturalisme et d'une construction européenne qui se ferait en voulant dépasser le cadre de l'État-nation. Donc aujourd'hui, à vous entendre tous les deux, en 89, un mur est tombé, le mur de Berlin. Aujourd'hui, il subsiste bien d'autres murs et le premier d'entre eux est un mur culturel entre l'Ouest et l'Est, à vos yeux. Sonia Combe ? Un mur culturel, je ne sais pas trop. Un mur social, ça c'est sûr. Un mur culturel, non. C'est difficile à dire. Bon, on prend cette métaphore, le mur est tombé, mais il y en a d'autres qui se lèvent, qui se sont dressés. Mais bon, je ne suis pas entièrement convaincu que ça fonctionne, cette métaphore. Ce qu'il y a de certain, c'est que la moitié des Allemands de l'Est, d'après les sondages qui valent ce qu'ils valent, j'en sais rien, se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Et ça, oui, il y a un mur entre eux et ceux de l'Ouest. Mais vous savez, ce mur a été érigé dès le départ. Vous imaginez, quand même, après 89, ne serait-ce qu'une seule image, vous aviez les Allemands de l'Ouest désireux d'aller visiter l'Est, ce qui peut se comprendre, arrivant avec leur Mercedes, leur grosse voiture. Les Allemands de l'Ouest ne connaissent pas de limitation de vitesse. En Allemagne de l'Est, c'est très, très, très réglementé. Et ils étaient là, derrière une petite trabante poussive, et il y avait
tout de suite déjà l'humiliation qui était là, la grosse voiture qui essayait de dépasser la petite Trabante poussive. Alors voilà, et ça s'est pas amélioré. Maintenant, ils n'ont plus des Trabantes, ils ont des voitures qui ressemblent plus ou moins, qui sont à peu près les mêmes que celles de l'Ouest. Mais on est toujours là, encore, on a ce regard sur eux comme des citoyens de seconde zone, en ce sens qu'ils ont des salaires encore de 30% moins importants, ils ont des retraites également moins importantes, donc ils sont moins riches, mais surtout ils seraient moins éduqués. Ils ne connaissent pas le mode de fonctionnement de l'entreprise, il manque, je ne sais pas, on leur reproche toujours de manquer d'ambition. Le mot carrière reste un mot qu'on n'aime pas beaucoup en Allemagne de l'Est. On est contre cette société où on se pousse du coude et on marche sur le voisin s'il le faut. Autant de choses qu'analysent les sociologues comme étant plutôt relevant de la culture de l'Ouest plutôt que de l'Est. Et de ce point de vue-là, ce serait plutôt l'héritage de la culture socialiste qui aurait laissé quand même une certaine mentalité plus basée sur la solidarité, pour parler assez vite. Voilà, ça oui. Max Herouan-Gastineau, est-ce que vous voyez des murs qui sont tombés et d'autres qui sont restés ou qui ont été reconstruits, Je crois que même invisibles aujourd'hui? Des murs sont restés. Si on s'intéresse à la pensée de la dissidence centre-européenne, notamment en Tchécoslovaquie, on se rend compte qu'il y a un lien entre la fragilité de la culture face aux injonctions de la doxa soviétique. Si vous relisez les discours de Milan Kundera au Congrès national des écrivains en juin 1967, il lie la question du devenir de la langue tchèque à la pérennité de la nation. Si la nation meurt, c'est la langue tchèque qui meurt, et c'est donc les références culturelles qui donnent consistance et substance à l'Europe centrale qui peut disparaître. Cette crainte de voir l'héritage culturel qui relie la société, les individus entre eux, et je crois assez fondamental, on la retrouve dans différents discours et on le retrouve aujourd'hui dans les discours que prononcent les conservateurs. Ce qui n'empêche pas une dominante aussi très, très fortement sociale. Mais moi je pense que c'est lié, parce qu'en fait il y a une critique de la société libérale comme étant une société qui atomise le corps social. Comment recréer ou, je dirais, reconsolider le corps social? Il y a ces références historiques et culturelles, et puis il y a aussi un État qui intervient dans l'économie pour non seulement la réguler et aussi favoriser une forme de développement qui s'adresserait au laissé-pour-compte des années de transition. Et ça, c'est très très fort en Pologne. Les conservateurs ont gagné largement les dernières élections avec la promesse de créer un État-providence à la polonaise qui faisait suite aux mesures sociales prises entre 2015 et 2019, des mesures sociales très généreuses, très fortement critiquées par les libéraux dès 2015, mais qui ont produit non seulement des résultats sur le terrain social, puisque énormément de familles polonaises sont sorties de la pauvreté, et en plus, ça n'a pas, je dirais, freiné le dynamisme économique de la Pologne, puisque si l'on regarde les chiffres de septembre 2019, le chômage est à son niveau le plus bas depuis la chute du communisme. Donc il y a un bilan social, et il y a un discours, un récit national qui dit « Nous sommes Polonais, nous sommes Européens, nous sommes Hongrois, nous sommes Européens ». Laissez-nous construire une société qui correspond à nos propres unités de mesure, à nos propres aspirations. Ce clivage, cette bataille mémorielle, elle est toujours très présente sur l'héritage de cette réunification, de l'avant 1989 aussi. Est-ce qu'elle reste très présente en Pologne, en Hongrie? Est-ce qu'elle n'est même pas le clivage politique principal encore aujourd'hui ? La ligne de clivage. Oui, il y avait en effet une éthique du silence, je crois, disait Sonia Combe dans son livre. Après la chute du mur, il y a eu au contraire une injonction qui a été faite de s'exprimer sur les douleurs ressenties à l'époque du communisme. Le corps social était unifié par des drames qui l'avaient vraiment frappé durant 30 à 40 ans. Ce qui crée un discours, je dirais, assez simplificateur, évidemment, puisque comme le corps social est unifié par des drames collectifs, il n'y a plus de place pour un contre-discours et pour une forme de complexité qui verrait qu'évidemment, le passé hongrois comme le passé polonais n'est pas entièrement le passé de victimes du communisme, du nazisme, de l'Empire austro-hongrois. Ils ont été aussi des acteurs, et c'est là où je crois qu'il y a une fissure entre les historiens et le pouvoir conservateur polonais étant dans l'idée de consolider la nation et donc d'exalter le passé national.
et donc de mettre en lumière les aspects plus positifs de cette histoire. Plus de 2 mois après sa libération, Les Matins étaient en direct de Kiev pour un entretien avec le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Opposant à l'annexion par la Russie de la Crimée, condamné en 2015, incarcéré dans une colonie pénitentiaire russe en Sibérie. Écoutez sa réponse à la question de Guillaume Erner, à savoir s'il se sent européen aujourd'hui. Quel Européen est-il ? Pour moi, être européen, cela signifie que l'homme, la personne, elle est plus précieuse que l'État. Cela signifie que l'État, c'est juste une institution formée par les hommes, par les gens, pour mettre de l'ordre dans un pays. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un monstre pour lequel les gens, le peuple sert d'un esclave, ce qui se fait maintenant en Russie. Parce que l'homme, il est plus important que l'État. À l'inverse de ce qui se passe en Russie maintenant. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Sonia Combe, on approche déjà de la fin de cette émission, est-ce qu'il y a 2 façons d'être européen ? Est-ce que cette Europe réunifiée aujourd'hui peut continuer à exister, même désunie, avec une Europe et l'autre Europe ? Est-ce qu'il y a 2 façons d'être européen pour vous ? Je crois que c'est une question qui demande une longue réflexion. Là, vous me prenez un peu de court. Je crois que je ne peux pas, en 3 minutes, répondre à cette question. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème. Gastino. Ce que je trouve intéressant dans le clivage Est-Ouest, c'est qu'en effet, on mesure, je dirais, 2 aspects de ce que j'appelle l'âme européenne. On pourrait utiliser d'autres termes, mais il y a ce clivage entre les Lumières, disons une conception héritière des Lumières, une conception plus héritière des Romantiques. Il y a une conception de la société comme étant d'abord un corps collectif unifié par des valeurs collectives, une société qui repose d'abord sur un agrégat d'individus titulaires de droits et de valeurs que le droit consacre, voire étend. 2 conceptions aussi de l'état de droit, ce que vous disiez en vous appuyant sur les mots de Viktor Orban tout à l'heure. Voilà. Oui. Est-ce que ces 2 conceptions peuvent coexister dans un même ensemble ? Moi, je crois que, pour reprendre ce que dit le conseiller d'État Bertrand Mathieu, qui connaît aussi assez bien la Hongrie, je dirais qu'à l'ouest, les contre-pouvoirs peuvent être par moments trop forts, et à l'est, on tape trop fort sur les contre-pouvoirs. Il faudrait trouver une forme d'équilibre, et pour trouver un équilibre entre ces 2 conceptions de l'état de droit, il tient d'entamer un dialogue, et pour cela, pour entamer un dialogue, il faut comprendre quelles sont les représentations historiques qui habitent son interlocuteur. Voilà, les récits, les héritages. Merci beaucoup à tous les 2.